Ça filme là ? Ouais, ça filme. On est à la télé là ? C'est la fille qui a pas compris le concept. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast très random. Au cas où vous ne me connaissez pas, je m'appelle Rachel. Aujourd'hui, je suis avec Julie. Donc, nos réseaux sociaux, c'est Rachel Penente et Proud F1 Mama. Et aujourd'hui, on va parler Formule 1. La première chose de laquelle il faut qu'on parle, c'est qu'il vient juste d'y avoir le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ce Grand Prix, un petit débrief. Moins chaotique que ce à quoi je m'attendais. Les qualifs par contre. Je dirais. Ouais, les qualifs beaucoup plus chaotiques. Enfin, pas plus chaotiques que ce à quoi je m'attendais, mais... Si quand même un peu. Si quand même un peu plus chaotique que ce à quoi je m'attendais. Mais surtout la course, beaucoup moins chaotique. Genre vraiment, il s'est pas passé non plus... il s'est pas passé grand chose, ouais. Pour le coup, la course était calme. Tiens, la camionnette de Lance Stroll. Il y avait un 18 sur la camionnette. Voilà. Il m'en faut pas plus. Non, mais passion liée mon quotidien à la Formule 1. Bah, le jour à Burger King, on était sur la table 33, quoi. C'est vrai. Et j'espère que c'était pas prémonitoire. Moi, j'espère que c'était prémonitoire. Parce que voir Max champion cette année, non, franchement, je pense que je me fous en l'air. Ce serait hilarant. Non, mais franchement, ce serait drôle. Pour le plot, j'ai trop envie que ça arrive. Pour le plot, ce serait drôle. Mais moi, pour mon plaisir personnel, ce serait pas drôle. Oui, mais imagine, genre, juste pour montrer à McLaren en mode, les gars, vous êtes tellement dans votre... je sais pas comment dire là, mais en train de vous prendre la tête en interne que Max, il arrive, sneaky, et paf, champion. Si McLaren se foire à cause de galères internes, mais genre... Déjà, premièrement, ça me ferait rire, parce que ce serait très McLaren Core, cette histoire. De fou. Et deuxièmement, ça me ferait pleurer, parce que je suis fan de Lando. Alors moi je pense que si Max gagne le titre, je pense que Zak Brown genre fait une crise cardiaque en direct. De ouf. Vraiment un pur meltdown, tu vois, genre et là il y aura pas de petite tape sur l'épaule comme l'année dernière où il avait dit ouais en gros il sera pas machin et qu'en finale il était champion, il lui a fait une petite tape en mode allez hein. Là il y aura pas de petite tape là. Là Max il va arriver, il va lui faire une crise cardiaque le pauvre vieux. Il va pas s'en remettre. On dit ça parce que c'est encore statistiquement possible que ça arrive. Et là, je viens de voir un truc. Je me permets je sais pas si tu l'as vu, mais en gros, donc là, Max, il fait son truc en GT. Ouais. Mais il fait pas que... C'est pas un one-shot, en fait. Genre là, il a l'autorisation de participer au... je sais pas si c'est le championnat ou je sais pas quoi. Et donc, en fait, là, il vient d'enchaîner un week-end de Grand Prix. Il a fait son test pour avoir sa licence, un week-end de Grand Prix. Là, il fait le Nürburgring. Week-end prochain, Grand Prix. Nürburgring, re-Grand Prix. Pendant 6 week-ends d'affilée. Je rappelle qu'il vient juste d'avoir un enfant, il y a moins d'1 an. Voilà, si jamais quelqu'un peut envoyer de l'aide à Kelly, genre, je pense que ce serait grandement apprécié. Ah ouais. Et du coup, le type est pas fatigué, genre. Non, pas du tout. Mais par contre, s'il arrive à gagner un championnat avec en plus ça à côté, mais le mec montre encore une fois qu'il est le crack de sa génération. On le sait tous déjà. Mais le boss qu'il pense être. Voilà. Enfin, vraiment. Mais faut quand même souligner que ce qu'il fait, c'est énorme parce que, je suis désolée, mais faire ça tous les week-ends, le mec ne se fatigue pas. Après, il a une hyperfixation sur la course. Et quand il est pas au volant d'une vraie voiture, il est en team racing, faut aussi le dire. Et des fois, il fait dans le même week-end et sim racing et course IRL, quoi. Donc t'es là, genre, ok. Ouais, le mec, il est vraiment là juste pour. Ok, t'es au-dessus des autres. We get it. Le mec, il connaît un truc dans sa vie, la course. Il a. Oui. Mais je pense qu'il vit pour ça. Enfin, très sincèrement, blague à part, je pense qu'il vit pour ça. Je pense que tu enlèves la course. Je pense je sais pas si... Il est perdu, je pense. Des fois, je me demande si... Tu sais, il a tellement été élevé dans ce truc de course auto, je me demande si, en fait, en dehors de ça, il a réellement des passions. Genre, est-ce qu'il a eu le temps dans sa vie de se créer des passions à côté? Mais sûr que non, parce que quand tu regardes les interviews et tout, où il dit en fait moi le week-end j'aurais bien aimé aller jouer au foot avec mes potes et tout, et vraiment du coup j'étais sur les circuits, il a fait du karting très jeune, il est monté très rapidement en catégorie, donc du coup la demande en entraînement, en implication, en investissement et tout ça était, je pense, d'autant plus grande. Je suis pas sûre qu'il ait vraiment des passions autres. Et en soi c'est compréhensible, honnêtement c'est sa vie et tout ça, mais par contre à côté de ça, paradoxalement je le vois bien partir à la retraite un jour, tu vois, genre pour moi c'est une évidence qu'il va pas faire une Alonso ou une Hamilton, et qu'un jour il va arriver en mode les gars je pars à la retraite, mais pas en mode
comment dire, en mode Rosberg, tu vois. Enfin, Ouais. genre il va pas y avoir une conférence de presse de fou, genre juste ça Non. va être annoncé un jour et genre il prend sa retraite à la fin de l'année et voilà. Mais point, vraiment, et ce sera comme ça quoi. Pour moi, la retraite de Max, premièrement, elle va être annoncée de manière très random. Vraiment. Genre, on va se réveiller un matin et il va y avoir un post Instagram en mode « Ciao, je me casse ». Non mais Non, c'est même pas lui qui va le faire, c'est Non. Red Bull qui vont dire voilà. « Alors, Max nous quitte Ouais vraiment. C'est sûr que c'est pas lui. Et alors je vais même te dire avant ça, étant donné que ça concerne Max, je pense que les médias hollandais, enfin, Ouais. ils vont leak le truc. Genre Oui, vraiment, oui, ça oui. va être un soft launch de zinzin parce qu'en fait tout le monde va être au courant quand l'info va vraiment sortir quoi. ». Ouais. Vraiment ça va être ça. Donc moi je le vois bien, mais par contre, tu vois, pour autant tu dis c'est sa vie, enfin on se dit c'est sa vie et tout, il connaît rien d'autre. Malgré tout, ça n'empêche pas que je le vois bien partir à la retraite, mais rester impliqué d'une façon ou d'une autre. Mais une vraie implication, pas genre Checo qui était genre ambassadeur Red Bull MDR, on le voyait plus jamais quoi. Enfin, Il était ambassadeur. Attends, mais parce que pour le coup, ce truc d'ambassadeur Red Bull, j'étais au courant, tu vois. Mais j'avais oublié tellement, il a servi à rien en tant qu'ambassadeur Red Bull, il a rien foutu, non? bah en fait je pense que c'était dans son contrat, il fallait qu'il soit ambassadeur pendant encore peut-être X temps ou un truc comme ça. Puis je pense Mais, qu'en fait, il le était fait peut-être est- ambassadeur, mais au Mexique, quoi. Je Ouais, pense que peut-être c'est que ça. juste on n'en a pas entendu Ouais. parler nous. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. Ouais. Mais par contre, moi, Max, tu vois, j'ai du mal à le voir garder. Enfin, genre, je le vois pas trop garder une implication en Formule 1 directement. Genre, Non, pas forcément s'il en garde Formule 1. une implication, pour moi, ce serait plus, genre, peut-être dans, je sais pas, pour aider des jeunes pilotes et tout, ou alors aider en sim racing. Pour moi, il aura toujours un truc genre avec le sim racing et tout. Ouais. Et genre, quand il prendra sa retraite, ce sera vraiment son truc. Genre, il aura son équipe de sim racing. Et peut-être, je sais pas, ouais, il y a moyen qu'il ait une écurie, mais en GT, tu vois. Il aura jamais un truc en Formule 1, je pense. Non, mais pour le coup, quand je dis impliqué, je sais pas si j'ai dit impliqué en F1 ou impliqué en sport auto, mais Ouais. oui, impliqué dans le sport auto de manière générale. Et pour le coup, il a déjà son équipe de Ouais, ouais. sim racing. Donc en fait, demain, il arrête son métier de pilote. Mhm. Il est quand même pilote sim racing. En plus, il possède l'écurie. Mhm. Il est sponsor de pas mal d'autres, enfin, dans d'autres catégories et tout Ah ça. ouais. Il est sponsor avec Verstappen.com. Donc, franchement, bon, après, je pense à marque de fringues et tout. Vraiment, c'est plus lié à la F1. Je suis pas sûre que ça continue vraiment. Puis Il c'est pas lui continuera qui l'a. Non, il nous fera plus des magnifiques matelas gonflables Ah bon? avec une voiture de... Il y a ça. Moi, je repensais à la ligne de bébé qu'il avait fait. Ah oui. Il avait fait les t-shirts aussi From Sersman, là. Ah oui! Non, mais ça par contre, c'était hilarant. Non, mais ouais, je pense qu'il restera impliqué, mais ou peut-être en mode comme Kimi Raikkonen, tu vois, qui est impliqué dans la. En l'occurrence, c'est son fils, Oui. mais qui est impliqué dans sa carrière, alors que, genre, bah, c'est Kimi Raikkonen, quoi. Ouais. Pardon, mais C'est c'est Kimi Kimi Raikkonen. fucking Raikkonen. Genre, demain, tu vas sur une piste de kart, il y a Kimi Raikkonen qui est là parce que juste il accompagne son fils, il est genre mécano de son fils, il gère la carrière de son fils, quoi. T'es là, genre, enfin, je dis mécano, en vrai, j'en sais rien, je sais Ouais. pas quelle est son implication, mais il est là. Enfin, quand tu regardes les photos, il est là à chaque fois que son fils il a une course et tout. Vachement impliqué, et pour autant on n'en entend pas parler au quotidien. Ah tu bah vois. non. Donc pourquoi pas. Après par contre je le vois pas du tout avoir un rôle comme Seb Vettel, genre en mode il va faire des commémorations, des trucs comme ça, pas du tout, tu vois. Je pense que quand il en aura fini avec la F1, genre il en aura fini avec Oui. la F1. Ouais. Mais pour autant, encore une fois, là il est en train de préparer sa retraite, hein, clairement, c'est une pré-retraite. Il fait son truc en GT, il a eu sa licence, là il teste un peu l'eau. À tout moment, dans 2 ans, ça part. Hein. Dans 2 ans, c'est ciao et puis ça part en GT. Ou alors, vraiment, ça part en sim racing full time. Parce que l'avantage du sim racing, bah, c'est que tu peux le faire de n'importe où. Bah ouais. Enfin, je veux dire, il pourrait rester à la maison et t'imagines Max, stay at home dad. Mais ouais, pour moi, il va faire encore quelques années. Je pense qu'il va attendre, genre, quand sa fille, elle aura genre peut-être 3-4 ans. À ce moment-là, il se mettra genre dans un truc qui lui demande moins de temps et d'implication que la Formule 1. Parce que, genre, pour moi, Max, il veut pas être un mauvais père, il veut pas être un père absent. Ouais, je pense. C'est pour Et- ça que sim racing, c'est bien. Peut-être, ouais, la GT, pour le coup, il y a des compètes qui sont pas, genre, c'est quelques week-ends dans l'année. Et ça, pour le coup, je pense que, tu vois, il le ferait. Hmm. Mais ouais, je pense que dès que ça... Dans 3-4 ans, on le voit plus, Max. Hein. Dans 3-4 ans, la Formule 1, c'est fini, ciao, terminé. Derrière lui, depuis pendant Ah ouais, toi, tu toute vois 3-4 ans 3-4... Moi, je dis déjà dans Ouais. 2 ans. Non, Là, il y a la 2 nouvelle ans. règle et Ouais. genre, il va rester, du coup, là, cette année, cette saison. Mm. La saison prochaine. Fin de saison prochaine, moi, je me poserais vraiment la question de savoir s'il reste. Ouais, Enfin, Non, mais alors, je suis d'accord avec toi. Je dis 3-4 ans, mais 3-4 ans, c'est genre le maximum pour moi. Il reste grand max 4 ans. Oui, vraiment. Il ne restera pas plus de 4 ans.
sais, il va nous faire comme Fernando. En vrai, il en parle pas beaucoup, mais je pense qu'il a un peu la même mentalité que Fernando. En mode, si l'équipe elle est bien et qu'elle s'en sort et tout, bah je pars. En mode, ils ont pas besoin de moi. Moi, j'ai fait mon temps, j'ai fini mon truc et tout. Bon, Fernando, il a fini son temps depuis longtemps, mais... Fernando, ce serait la deuxième fois qu'il prendra sa retraite. C'est bien de l'admettre à un moment que si l'équipe va bien, ils ont pas besoin de toi. Le problème, c'est que s'il fait en sorte d'aller dans des équipes pourries, bon bah forcément, tu te tires une balle dans le pied, quoi. Enfin, pardon, mais... Non, mais c'est là qu'il se barre, mais qu'il y a une autre écurie qui le repêche. Non. Je pense que quand il se barre... Attends, Fernando ? Non, je pense que Fernando, quand il se barra. Parce qu'en vrai, c'est un trop gros risque. Déjà, la Aston Martin, t'imagines ? Après 40 ans, tes facultés cognitives, elles baissent et à tout moment, elles peuvent drop, mais genre sans crier gare, quoi. Donc en fait, c'est un énorme pari qu'ils ont fait là. Après, bon, c'est des athlètes de haut niveau qui ont été habitués à ça depuis tout jeune. En vrai, on n'a pas trop débrief le Grand Prix, du coup. Ouais, du coup, on n'a pas trop débrief. 6 pilotes dans le mur en qualif. Ouais, une hécatombe, vraiment. Ouais. J'ai regardé les qualifs en replay, heureusement, parce que à deux doigts de me tirer une balle, quoi. Vraiment, 2 heures de qualif. Plus long de qualif que de course. Oui. Et plus intéressant en soi. Ouais. Pardon de le dire, mais... Après, moi, pour plus le coup... eventful. Ouais. Pas forcément intéressant, mais eventful. Moi, pour le coup, j'ai un petit unpopular opinion sur la Formule 1. C'est que je préfère les qualifs à la course. Pour moi, les qualifs sont le moment le plus intéressant du week-end. Parce que genre, ça dépend de la course. En fait, moi le truc c'est que je me dis les qualifs c'est vraiment le moment où genre il y a tout qui peut arriver. Tu vois, quand un de mes pilotes fait une qualif de merde, j'ai tendance à perdre grave espoir pour la course. Alors que avant les qualifs, en fait j'ai encore espoir pour tous mes pilotes. J'ai encore espoir que genre tu sais à tout moment il peut arriver une dinguerie, genre il y a un pilote de top team qui se fait bloquer. Et du coup, il sort en Q1 et du coup, bah, ça rebat un peu les cartes parce qu'on pensait que ce mec pouvait potentiellement avoir la pole, mais finalement non. En fait, genre pour moi, les qualifs, c'est vraiment genre l'inattendu, tu vois. Il y a tout qui peut arriver. Après, la course, bah, il y a des courses qui sont plus intéressantes que certaines qualifs. Genre, par exemple, Silverstone, la course est toujours intéressante selon moi. Genre, j'adore les courses à Silverstone. Ah bah c'est sûr qu'il y a plus de chances qu'il se passe quelque chose qu'à Monaco, quoi. Enfin, ouais, voilà. Forcément, oui. Mais pour le coup, moi, et tu vois, même à vivre, en vrai, à vivre sur place sur le Grand Prix, j'ai quand même préféré la course, mais c'est parce que j'étais aigrie après les qualifs. Genre, j'ai des vidéos qui traînent de moi après les qualifs à Barcelone. C'est aberrant comment j'étais devenue l'aigreur en une personne, alors que, girl, t'es sur un circuit, t'as payé genre pratiquement 300 balles pour te retrouver dans une tribune sur un Grand Prix de Formule 1. T'as payé genre 1000 balles ton week-end, s'il te plaît, enjoy un minimum, quoi. Et encore, t'étais en tribune, nous on a regardé les qualifs, du coup on était en pelouse. Ouais. Et pas d'écran. Donc vraiment, on voyait les voitures passer devant nous et en fait, c'était hilarant, en fait, au loin, du coup, donc tu vois où on était situé sur le circuit, donc on était vraiment tout au-dessus. Et en fait, au loin, genre, à vol d'oiseau, si tu traversais le circuit, en face, on voyait la Time Tower, mais vraiment au loin, limite, il fallait des jumelles pour la voir. Clairement, j'ai pas des lunettes pour le plaisir, c'est des lunettes de vue, donc je ne voyais absolument rien. Les filles à côté, elles avaient une vision d'aigle, je sais pas comment elles faisaient. Et genre, on voyait du coup que les 3 premiers en plus. Ah oui. Donc vraiment, en fait, s'il se passait un truc, on n'était pas du tout au courant. On n'avait rien, on n'avait pas les écouteurs, on n'avait pas notre téléphone, on n'avait pas Canal et tout. Enfin bref. Donc en fait, vraiment, on a regardé. Enfin, clairement, moi, les qualifs, je m'en souviens pas dans le sens où. Ouais. Bah en fait pour moi c'est juste les voitures elles sont passées, on essayait de les prendre en photo, de les voir arriver au loin et de les prendre en photo, mais forcément la course j'étais en tribune, en plus quand même vraiment bien placée, juste en face d'un big screen, donc du coup forcément oui j'ai vu ce qui s'est passé et donc pour moi c'était quand même plus intéressant que la qualif, mais je peux comprendre que si t'es en tribune tout le week-end, c'est peut-être un peu différent, quoi. Je sais que cette année, je me suis grave apaisée sur des trucs sur la Formule 1 que, pour le coup, l'année dernière, il y avait un pilote que j'aimais pas qui faisait une bonne course. Ça me saoulait. Cette année, il n'y a plus aucun pilote que j'aime pas. Alors que pourtant, il y en a qui sont restés sur la grille. Mais j'ai apaisé mon âme. Ouais, voilà. C'est toi qui as changé ta vision, en fait. J'ai apaisé mon âme. Je suis plus chill dans ma vie de tous les jours et du coup je pense que ça se ressent aussi sur ma manière de réagir à certains autres trucs et du coup genre maintenant je suis grave en mode tu vois n'importe quelle écurie, genre là tu vois le podium de Carlos, pour le coup Carlos faisait partie des pilotes que je ne pouvais pas me voir l'année dernière, j'étais trop contente pour lui. Ouais. Et après j'ai chialé quand j'ai vu les édits tristes de Alex en bas du podium.
Et j'étais en mode. Non. Mais en plus, vrai, j'ai même Alex, pas- il avait l'air Oui. même pas triste. Oui, Enfin, non, franchement, mais il oui, avait mais l'air c'est trop content. oui, quoi. mais c'est les edits tristes, Ah tu oui, vois, non, la mais- musique triste ah. des edits, parce Ok. qu'Alex était content. Mais moi, j'ai eu ça du coup avec Liam, où j'ai eu beaucoup de mal avec lui, mais je pense que c'est Ouais. plus sa personnalité. Moi, Liam, j'ai du mal aussi, honnêtement, mais maintenant que Mais voilà, enfin. c'est ok. tu- Après, niveau pilotage, de fait, il avait beaucoup de bif l'année dernière avec un peu tout le monde en mode je suis pas là pour me faire des potes. Oui, bah Ah on a ouais. capté mon ref parce que vraiment, genre ça se voit. Mais là, le pilotage qu'il a eu pendant la course, genre, même moi, alors je vais pas dire que je le déteste, mais même moi qui ai regardé la course et qui suis une quand même assez grande fan de Charles, Max, enfin bref, bon, Oscar, RIP sa course. Mais dans ma tête, je me suis dit, franchement, Liam, driver of the day, quoi. Genre, il y avait aucun monde où c'était pas lui. Bon, après, tout le monde a voté pour Carlos, pour l'histoire, pour le machin, mais passons. Pour moi, Liam avait fait une meilleure course parce qu'il y a eu vraiment de la défense et tout, alors que j'ai eu l'impression que Carlos, à part il a fait un overcut, mais genre sinon. Non, mais Carlos, il était un peu isolé. Ouais. Parce que en plus, genre, il a pas eu de bataille en piste en fait, parce que la bataille elle avait eu lieu derrière lui avec les deux Mercedes. Après, je crois qu'il s'est fait overcut par George. Et voilà quoi, c'est tout. Genre, ah oui, c'est George qui l'a overcut. Ouais, il s'est fait overcut par George et en soi, il a fait une bonne course parce que quand même, t'arrives à garder ta Williams aussi haut dans le classement, bravo. Mais en soi, oui, il n'a pas eu à défendre contre quelqu'un, il n'a pas eu à se battre contre quelqu'un pour obtenir ses positions. Alors que Liam, certes, il a perdu des positions, mais en même temps, genre toute la fin de la course, il devait défendre pour éviter, genre il avait un petit train DRS derrière lui. Ah et puis voilà qu'il avait derrière lui aussi, hein, parce que dans Bah le lot, ouais. il y avait quand même Lando, il y avait Charles, enfin bon, il y avait Yuki aussi juste derrière lui. Ouais, juste derrière lui. Bull, heureusement qu'il l'a retenu quoi, parce que sinon tous les autres passaient. Hein. Donc franchement, non, beau gosse à lui parce que il a fait un vrai travail. Là où, comme tu dis, Carlos, à côté de ça, il a pas eu vraiment quelqu'un qui est venu le challenger. Carlos, driver of the day en qualif par contre. Mais en fait, voilà. C'est ça, c'est que la qualif de Carlos l'a vraiment grandement aidé parce qu'il se serait qualifié genre P5 ou P6. Je pense que ça aurait été beaucoup plus dur pour lui de monter dans le classement et que potentiellement il avait plus de chances de perdre de la place que là, personne n'est venu le challenger en fait. D'habitude, Bakou, c'est vraiment une course où il y a pas mal. Enfin, c'est une course qui peut être assez eventful. Genre, oui. j'ai en tête certaines éditions du Grand Prix d'Azerbaïdjan là qui me. Genre. 2016 Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, il y a pas mal d'éditions qui sont bien. Et là, pour le coup, cette année, c'est vraiment genre la qualif qui a tout déterminé. Et en course, c'est encore, je pense, le problème de la Formule 1 à l'heure actuelle. En course, je pense que c'est tout ce qui est dirty air et tout qui bloque les pilotes pour dépasser quoi. Genre le problème des monoplaces aujourd'hui. Mais du coup, genre tu prends par exemple toutes les interviews de Charles où il dit de toute façon, ma position en course a été déterminée par ma place en qualif. Genre c'est parce que j'ai fait de la merde en qualif que je suis pas mieux placée en course. Lando il a dit exactement la même chose. Et je crois que j'ai vu d'autres pilotes aussi dire ce genre de truc. Enfin globalement en fait genre là cette course là, si t'avais fait de la merde en qualif, ciao bye bye. Le seul qui a réussi à faire pas mal de dépassements c'est Alex. Après peut-être que c'est pas le seul parce que moi je suis Alex énormément. Non mais en l'occurrence ici il a remonté pas mal de places mais du fait qu'il se soit qualifié tellement bas que en fait faut dire ce qui est, la Williams c'est pas une écurie de fond de plateau cette année, ce qui fait que du coup il s'est retrouvé à se battre entre guillemets avec des écuries de fond de plateau où du coup il y avait pas vraiment, je dis pas que les autres pilotes lui ont pas rendu la vie dure mais il n'y avait pas forcément de bataille quoi. Genre il a réussi quand même globalement à passer, il s'est qualifié quasiment dernier, il a fini 12e, un truc comme ça. Donc bon, globalement c'est là que tu te dis, encore une fois Carlos se serait qualifié 5 ou 6, je pense qu'il aurait eu la même course que Lando ou Charles, où en mode il suffisait d'être bloqué derrière un train DRS et c'était fini pour toi. Et de fait c'est eventful parce que genre s'il y en a qui se foutent dans le mur, s'il y a des touchettes, parce que voilà, mais en fait je sais plus qui est-ce qui a expliqué ça, c'est qu'en fait il y a une très longue ligne droite, mais en fait c'est pas pour autant que c'est facile de doubler, parce que du coup en fait le circuit est pas forcément propice pour autant au dépassement. On connaît d'autres circuits qui sont de par leur structure pas fait pour les dépassements, notamment Monaco parce que maintenant les voitures sont tellement larges, ça va peut-être être réglé l'année prochaine, mais en fait c'est vrai que quand on pense à des circuits comme ça on pense pas forcément à Bakou, alors que le fait est que cette année a encore prouvé qu'il n'y a pas eu non plus
des batailles énormes, ou en tout cas pas à plusieurs endroits, enfin c'est souvent cantonné aux mêmes endroits. Et bah du coup on a eu qu'un seul, enfin heureusement, mais qu'un seul crash qui est arrivé tout au début. Après la course elle a pas beaucoup changé en fait, hein. Après c'était plus le jeu des pit stops et tout ça, et je sais qu'il y a des gens aussi, unpopular opinion, qui sont en mode le fait que tu sais il y a du coup les pit stops et tout, la stratégie, que les équipes puissent parler librement à la radio et tout ça, et que du coup ça peut faire des calls d'équipe et tout ça, bah en fait ça fait que ça tue un peu le game quoi. Oui. Mais bon, c'est la réalité de la Formule 1 dans laquelle on est aujourd'hui, donc bon. Moi après tu vois, pour le coup moi les trucs que j'aime pas, c'est genre tout ce qui est consigne d'équipe, j'ai souvent un peu de mal, parce que moi ce que j'ai du mal, c'est surtout quand ils montrent que c'est initié par le pilote. C'est-à-dire que genre quand t'entends un pilote dire à la radio « Ouais, je suis plus rapide que lui », bah c'est ton coéquipier, dépasse-le si t'es plus rapide. Enfin, genre... Ouais, mais parce qu'en fait, ça prouve bien qu'ils ont des consignes d'équipe en mode vous n'avez pas le droit de vous battre. Enfin, tu vois, je pense que derrière, ça prouve qu'il y a une consigne quelque part, et on parle des papaya rules, mais il y a ça partout. Ça l'est partout, faut pas se leurrer. Je pense que quand t'es chez Red Bull, par exemple, faut pas dépasser Max. Je pense que si déjà personne n'y arrive. Oui, donc personne n'y arrive. Mais tu vois, mais si c'était possible, je pense que chez Red Bull tu dépasses Max, mais ton contrat il est terminé. Oui, mais parce que chez eux, enfin clairement, c'est une des rares équipes où c'est clair qu'il y a un pilote numéro 1. Enfin, je veux dire, on a beau dire ce qu'on veut, c'est pas que le deuxième pilote il est forcément nul. C'est juste que en fait, c'est très clair. Il y a un pilote numéro 1. C'est dans leur philosophie, c'est dans leur construction d'équipe, c'est comme ça. Alors ils ne recherchent pas deux excellents pilotes. Ils recherchent un excellent pilote et un bon pilote. Et un backup. Et genre quelqu'un qui est capable d'être derrière et de favoriser la course du premier. Et dans un sens, il y a des années où ils ont raison, parce qu'en fait le championnat s'y prête, ou quand par rapport aux dominances d'équipe, là McLaren est en train, pour moi, de se tirer, enfin pas une balle dans le pied, mais est en train de minimiser ses chances, alors qu'il pourrait maximiser en disant ok, bon bah c'est tel pilote, on favorise tel pilote, point. Et genre ça n'empêche pas à l'autre s'il doit gagner des courses, de gagner des courses. On parle pas d'un Valtteri Bottas versus Lewis Hamilton, tu vois. On va pas aller dans cet extrême parce que miskin à lui, mais pour le coup, on peut quand même trouver un entre-deux. Enfin, il y a un entre-deux à trouver entre Mercedes 2021, 2020, 2021 et un Red Bull 2023, quoi. Enfin... Après, pour le coup, le problème de chez McLaren, c'est qu'ils ont deux excellents pilotes. Je pense que c'est deux pilotes qui... Il y en a un qui a pas l'expérience, mais qui a un énorme talent. L'autre qui a un peu moins de talent que le premier. J'assume que Lando a moins de talent qu'Oscar, même si ça me fait du mal. Clippez ça. Un qui a moins de talent, mais plus d'expérience. Et en fait, du coup, à terme, les deux se valent. Parce que quand tu vois qu'à l'heure actuelle, il reste encore que 25 points d'écart, sachant que Lando a quand même 2 DNF à son actif, contrairement à un seul pour Oscar. Ouais, mais il a fait une P10 en Australie aussi. Oui, il a clairement fait une P10 en Australie. Il a gagné un point. Bon. P10 en mais Australie. ça prouve bien qu'ils sont équivalents. C'est-à-dire que en fait, peu importe l'expérience de l'un ou de l'autre dans l'équipe ou en Formule 1, en fait, ils sont rendus tous les deux à un niveau où ils pourraient gagner le titre tous les deux. Genre, entre guillemets, ils mériteraient tous les deux de gagner le titre parce que ils en sont rendus là, eux, dans leur carrière. Après, là, c'est à l'équipe d'assumer et de dire, du coup, pour avoir des chances, parce que bon, ils ont quand même Max qui arrive derrière. Moi, je vais péter une barre. Si Max gagne la prochaine course, que va faire McLaren derrière ? Ouais, mais Max gagnera pas Singapour. Andrea Stella, il est déjà comme ça. Hein. Ouais, mais il gagne pas, d'accord, mais il suffit qu'il finisse deuxième sur un malentendu. Non, mais je suis... Derrière, ça veut dire qu'il y a un des deux McLaren qui a X points de retard sur le premier, suivant qui sait et combien il finit. Mais... Donc, en fait, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Et je rappelle que l'année dernière, Lando était en tête. N'empêche qu'il était en tête de peut-être 20 ou 30 secondes, un truc comme ça. Qu'il a fait quand même 2 fois des erreurs où il a failli se foutre dans le mur tout seul. Oui. Donc, oui, je me rappelle très bien. On en rigolait en disant ça y est, il est en tête, il sait plus quoi faire, il panique sous la pression. Mais là, qui nous dit que cette année, il va pas arriver là-bas en se disant du coup
c'est bon, enfin genre normal comme un week-end de course locked in et tout, et qu'en fait il va se foutre dans le mur tout seul parce que c'est comme ça, il s'est foutu dans le mur, tu vois. Ouais. Après, pour le coup, ouais, McLaren, je trouve il y a un gros problème dans la gestion des pilotes, genre qui est vraiment hyper mal faite, parce que même outre ça, le fait de pas avoir de pilote numéro 1, pilote numéro 2, il y a vraiment ce truc de genre ils veulent entre guillemets pas interférer dans le championnat, sauf qu'en fait en ne voulant pas interférer dans le championnat, ils y interfèrent quand même, parce que quand tu fais rentrer au stand un de tes pilotes qui est derrière l'autre et que tu foires l'arrêt d'un des deux pilotes et que du coup celui qui était devant, il se retrouve derrière, et que tu dis non mais changer les positions pour que ce soit équitable. Non, je suis désolée mais non, enfin au bout d'un moment, si c'était arrivé ça, genre si t'avais foiré ton pit stop, ce qui est arrivé à Lando du coup en Azerbaïdjan, il serait ressorti devant Charles si le pit stop avait pas été foiré, et voilà, là il pouvait pas dire à Charles vas-y échange. Non, ça fonctionne pas comme ça, c'est pas la course en fait. Mais c'est ça, c'est qu'en fait soit ils interfèrent trop. Enfin, pour moi, c'est soit ils interfèrent trop, soit ils interfèrent pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est soit tu dis, ok, on priorise tel pilote, et du coup, quand l'autre doit le laisser passer, tu lui dis, tu le laisses passer parce qu'on priorise tel pilote. Mais tu peux pas dire, ok, battez-vous. Par contre, du coup, là, Oscar, t'es ressorti devant, donc laisse passer Lando. Genre, oui, non. Non, en fait, tu assumes. Peu importe le pilote, peu importe. Mais en fait, pour moi, c'est le rôle de l'équipe, justement, de faire ce travail-là. Et de se dire, ok, faut que ce soit clair. Et entre guillemets, la Formule 1, c'est un sport d'équipe. Donc les pilotes, ils sont capables de comprendre que s'ils sont dans une équipe, ils font ce qu'il faut pour l'équipe. Là, le problème, c'est qu'en fait, ils sont en train d'inculquer une espèce de culture où chaque pilote, en fait, se bat pour sa vie, quoi. Clairement, en fait, là, ils se disent, en fait, à tout moment, là, ils sont pour moi, mais à tout moment, ils peuvent me la faire à l'envers et finalement prioriser l'autre pour aucune raison, sans que ce soit vraiment défini. Donc après, il y a sûrement des choses qu'on ne sait pas. Oui, il y a toujours des choses qu'on ne sait pas. Mais du coup, là, en tant que fan et viewer extérieur aux écuries, ça donne cet effet de ils font pas le choix de prioriser quelqu'un, ils décident de ne pas choisir. Oui. Ils veulent faire les grands princes en mode non, on les laisse se battre en piste, mais vous ne les laissez pas se battre en piste. Donc en fait, arrêtez de dire battez-vous en piste proprement, Papaya Rules, machin, si vous ne les laissez pas se battre au final. Oui. Puis en plus, vraiment ce genre de move de oui, mais du coup, laisse-le passer parce que nous on a foiré le pit stop. Enfin, je suis désolée, au bout d'un moment, assumez, réussissez vos pit stops. Je sais pas. Enfin, au bout d'un moment, je pense que à faire ça, en fait, le problème c'est qu'ils perdent la confiance de leurs pilotes. Il faut perdre aussi la confiance de toutes les personnes qui bossent pour eux, parce que moi, je suis désolée, mais je pense que quand t'es au sein de l'écurie, que tu vois ça, tu te dis en fait, genre, dans quoi est-ce que je me suis fourrée, dans quelle écurie je bosse, genre si ils font ce genre de choses, genre tu foires un pit stop, tu foires un pit stop, quoi, genre t'assumes ta responsabilité. Et là ça fait un peu genre ils assument pas trop leur responsabilité, peu importe leur move, tu vois. Je sais pas, moi il y a plein de trucs moi ce qui m'a dérangé pour l'histoire du pit stop, ce qui m'a dérangé, c'est surtout la team radio de Oscar qui disait en mode du coup je croyais que les pit stops c'était part of racing, tu vois, genre en mode ça fait partie de la course. Oui, non mais s'il y a un fait de course qui fait que raison. En fait tu passes devant ton coéquipier, c'est un fait de course, peu oui. importe ce que c'est. Et du coup t'es passé devant, tant mieux pour toi. Voilà. Je veux dire, l'équipe devrait dire du coup tant mieux pour Oscar, il est passé devant, cool pour lui, quoi. Qui décide de, en fait, bon, je préférais qu'il décide de prioriser un pilote, peu importe lequel, mais à la limite, s'il décide de dire on priorise le pilote qui s'est le mieux qualifié. Oui. Admettons. Mais si demain il y a un fait de course qui fait que par exemple c'était Lando qui s'est mieux qualifié et qu'il y a un fait de course comme c'est arrivé là, et que du coup en fait que ce soit un pit stop ou que ce soit du fait d'un autre pilote, une erreur de quelqu'un d'autre, une pénalité ou peu importe, que Oscar passe devant, pour moi c'est le rôle de l'équipe de dire ok les gars, on avait décidé qu'on priorisait Lando parce qu'il s'était mieux qualifié, là écoutez, il y a un fait de course, clairement c'est Oscar qui est en tête, the show must go on, quoi. On part avec Oscar et puis désolé Lando, bisous, ce sera pour la prochaine fois, quoi. Au bout d'un moment Non mais moi tu vois je suis d'accord avec ça, mais en plus tu vois, ce genre de décision, moi tu vois je me mets à la place des deux pilotes. En fait c'est aux pilotes d'assumer la responsabilité pour une erreur de l'équipe, et ça c'est pas normal. C'est pas aux pilotes
d'assumer la responsabilité. Ça me refait penser à la même chose. C'est un peu la même chose qui est arrivé pour la première victoire d'Oscar en Hongrie l'année dernière. Oui. C'était aux 2 pilotes d'assumer la responsabilité d'une erreur stratégique de l'équipe. Et c'est pas, pour moi, un pilote n'a pas à assumer ça. Il y a une erreur. Genre, tu t'excuses à ton pilote après, mais là, au lieu de perdre la confiance d'un des 2 pilotes, tu perds la confiance des 2 en même temps, en fait. Parce que, là comme l'autre, il y en a un qui subit l'erreur et l'autre qui l'a subie alors qu'il n'est pas censé la subir de base, quoi. Et puis même pour la dynamique d'équipe, franchement cette course en Hongrie, moi je me mets à la place des 2. Hein. C'était terrible parce que t'en as un à qui on dit du coup c'est toi, on va te prioriser, mais du coup faut le temps que l'autre il laisse. Et puis l'autre en même temps on lui dit tu pourrais gagner la course, mais du coup on fait le choix de laisser gagner Oscar. En fait, au bout d'un moment vous les mettez tous les deux dans une position qui est vraiment compliquée. Et puis qu'est-ce qui se passe après la course? Parce que c'est très fun and games à McLaren, genre en mode on les voit souvent sur les réseaux sociaux, il y a une bonne entente et tout. Oui, ils ont une bonne entente parce que je pense qu'ils sont 2 personnalités quand même assez chill et assez cool et voilà. Mais qui nous dit pas que en fait Oscar il a le mort à cause de Lando et que depuis il lui en veut et que du coup comment après derrière en tant qu'équipe, en tant que duo de pilotes, tu te remets de ça. Comment tu peux de nouveau faire confiance à ton coéquipier pour faire ce qui est demandé. Moi clairement ça me fait rire d'ailleurs parce que tout le monde pour faire le parallèle avec Ferrari, mais tout le monde rigole des stratégies de Ferrari en mode les mêmes du pitwall clown et tout ça. Mais la seule raison pour laquelle on n'en est pas rendu là avec McLaren, c'est parce que eux ils gagnent. Mais sinon, excusez-moi, mais c'est la même vibe en fait. Et moi, ça me choquerait pas du tout que soit Oscar. Bon, ça me choquerait plus que Lando le fasse, mais ça me choquerait moins d'Oscar. Mais ça me choquerait pas s'il y en avait un des 2 qui partent en mode full Seb Vettel, en mode non, en fait, genre juste non. Votre multi 21, vous le carrez quoi. En fait, au bout d'un moment, trop c'est trop quoi. Il y a aussi ce truc de genre McLaren, ils veulent avoir une image lisse à l'extérieur. Ils veulent que tout le monde les aime. Et en fait, à chaque fois qu'ils font des décisions à la con comme ça, ils ternissent l'image de leur pilote parce que c'est les pilotes qui doivent se plier aux décisions de l'écurie. Donc on va dire si c'est le pilote qui laisse passer, il a une mauvaise mentalité. Franchement, à sa place, je l'aurais pas fait. Il aurait pas dû le faire, machin et tout. Le pilote qui passe devant, oui, mais du coup, il mérite pas sa place, machin. Et du coup, c'est en gros les pilotes, ils s'en prennent plein la gueule. Alors que le problème de fond, c'est l'écurie. Le problème de fond, c'est eux qui veulent tellement avoir une image lisse. Et ça fonctionne parce qu'ils veulent avoir une image lisse. C'est leurs pilotes qui ont leur image qui est ternie. Et au-delà de ça, on parle un peu du fait que McLaren font de la merde, mais les gens ont plus tendance à passer rapidement à autre chose quand c'est une écurie que quand c'est des pilotes. Parce qu'il n'y a pas vraiment une personne à blâmer. C'est c'est la décision de l'écurie, genre avec un grand E. Mais en fait, t'as raison. Ce que tu dis, c'est très vrai. En fait, au bout d'un moment, il faut pas mettre cette responsabilité sur les pilotes. Non. C'est pas correct. Et pour moi, de toute façon, c'est à l'équipe de prendre cette responsabilité. Donc, je comprends même pas qu'il y ait débat à un moment sur quel pilote. En fait, c'est vous. Vous prenez la décision. Vous prenez la décision, point barre. Après, le pilote, il est d'accord, il est pas d'accord, ça vous le gérez après. Vous, si vous avez besoin de vous excuser auprès d'un pilote parce qu'il y a un mauvais pit stop, à la limite, c'est pas, c'est la faute du pit stop, quoi. Mais vous vous excusez après. Mais par contre, je pense très sincèrement que s'il y en a un qui se barre pour cette raison, je pense qu'on le saura jamais. Oui, on saura pas que c'est pour cette raison parce que dans leur contrat, ils doivent avoir des clauses qui disent qu'ils doivent pas, taper sur l'écurie même s'ils s'en vont. Nous, de notre côté, on le saura pas. Non mais si on le saura. Oui, on finira par le savoir parce que de toute façon, je pense que tu vois, si un des 2 pilotes McLaren se barre, fin de cette saison, ça m'étonnerait parce que maintenant tout est full au niveau des places et tout, donc ils vont rester là pour le moment cette saison. Mais si il y en a un qui se barre, genre par exemple l'année prochaine, et que l'année prochaine il y a toujours ce genre de décision, au bout d'un moment on n'est pas con quand on sait que s'il y en a un qui se barre pour aller ailleurs et que la voiture est performante, le problème ça vient pas de la voiture, le problème c'est le reste quoi. Après je veux dire clairement faut que McLaren comprenne aussi que la F1 c'est pas le monde des bisounours. Oui. C'est-à-dire que si les fans ils sont pas d'accord avec vos décisions, c'est comme ça, genre et il y aura toujours des fans qui seront pas d'accord. Mais voilà, en fait, quoi qu'il arrive, vous pouvez pas plaire à tout le monde. L'important, c'est qu'il y ait une bonne cohésion dans votre
équipe et que vos pilotes puissent vous faire confiance. Et aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit tout à fait le cas. Enfin, je veux dire, en tout cas, je comprendrais si c'était pas le cas. Ah bah oui. Si un des pilotes disait, moi j'ai plus confiance, c'est pas le cas. Donc, moi, à la place des pilotes, à l'heure actuelle, je n'aurais pas confiance. Je n'aurais pas confiance en ce que dit McLaren. Est-ce qu'il serait pas temps de terminer ce... Oui, je pense qu'on peut clôturer. On a énormément parlé. Je pense qu'il faudra refaire ça un jour parce que c'est très fun. Vraiment. Bon, sur cette arrivée au Mans... Merci d'avoir suivi nos aventures. Merci d'avoir suivi ce podcast. J'espère qu'il n'est pas trop chaotique parce qu'on fait quand même ça dans une voiture, il faut le rappeler. N'hésitez pas à nous dire si vous avez kiffé le concept, parce que si vous avez kiffé, on recommencera. Enfin, dans tous les cas, on recommencera sûrement parce que globalement, même si ça vous plaît pas, on recommencera. Vous regarderez juste. Mais par contre, si vous pouvez nous dire des sujets de discussion. N'hésitez pas à nous dire des sujets que vous voulez qu'on aborde. Et du coup, je vous dis à une prochaine.